Écoutez, merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis encore ravi et à nouveau ravi d'être parmi vous pour ce circuit amiante 2021 qui est en totale dématérialisé. Écoutez, ravi et bienvenue à tous. Je vais vous faire rapidement une petite présentation du CEDRE. Donc, le CEDRE est anciennement, en fait, c'est une fusion entre le SRBTP et le SNED, donc en fait le Syndicat national de la démolition, qui maintenant concerne 4 métiers la déconstruction, démolition, le désavantage, le recyclage des déchets et le sciage carottage. Donc, 4 métiers. C'est environ 250 membres, 7 500 à 8 000 salariés et un certain nombre, il y a un chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est un acteur privilégié des pouvoirs publics puisque nous sommes très impliqués dans la rédaction des textes. Nous participons aux commissions AFNOR, donc voilà, aux différents projets ministériels tels que le PRDA, etc. Nous avons un certain nombre d'outils de communication en interne. Et en externe, nous avons newsletter, des espaces membres et bibliothèques de documents, donc suite à nos commissions et aux différentes réunions que nous organisons. La rencontre des métiers qui, pour des raisons de Covid, n'a pas eu lieu l'année dernière et devrait être projetée sur 2022. Le prix de l'innovation et Calirecycle. Voilà, 2 sujets que je ne maîtrise pas parce que j'ai une collaboratrice qui s'occupe de ces 2 sujets. Nous allons passer dans le vif du sujet. Je voudrais faire un peu de rappel sur ce que sont les différents risques liés à la présence d'amiante dans les bâtiments. Nous sommes sur la diversité des métiers concernés, donc la maintenance, l'entretien, le déchet, les services techniques, l'archivage. Donc en fait, c'est le but étant d'avoir un large public qui est susceptible d'intervenir dans différents locaux où il peut y avoir présence d'amiante et d'autant plus présence d'amiante de matériaux dont l'état de conservation est dans le cadre de la vie même du bâtiment. Aussi par les différentes opérations réalisées, rénovation, réhabilitation, démolition, etc. Donc un grand nombre d'activités qui peuvent être menées par ces bâtiments en charge des collectivités. De la présence publique diversifiée, donc d'agents de collectivité, de services techniques, de salariés intervenants et d'usagers. Donc la réception du public. Et aussi un paramètre, c'est de modalités de réalisation en temps contraint et à proximité de personnes évoluant dans l'environnement proche des opérations. Donc en fait, les bâtiments recevant du public ne peuvent pas être clôturés pendant les travaux. Donc il y a, dans le cadre des hôpitaux, une activité qui est toujours maintenue dans le domaine des services publics, des publics qui visitent le bâtiment, qui ont besoin, bien entendu, d'ailleurs en termes administratifs. Et ces travaux ne sont qu'une insertion dans le domaine du public, dans les bâtiments, dans le cadre de ces occupations. Et nous constatons que malheureusement, trop souvent, il y a une sous-estimation des risques liés à l'exposition liée à l'amiante. Pour cela, donc, on peut constater que l'amiante est susceptible d'être présente dans les différents types de bâtiments, infrastructures, équipements relevant des collectivités territoriales. Et on sait toujours que cette exposition professionnelle et pathologies associées concerne une population beaucoup plus diverse, beaucoup plus large, puisqu'il ne s'agit pas seulement des uniques travailleurs dans le bâtiment ou dans le bâtiment pendant les différentes périodes. Donc, en qualité de donneur d'ordre de tout type d'opération concernant les bâtiments et infrastructures et équipements, les collectivités territoriales ont l'obligation d'appliquer des dispositions réglementaires en matière d'amiante et notamment de choisir des intervenants qualifiés et compétents, donc aussi bien entreprises qualifiées ou non qualifiées pour les différentes activités, SS3 qualifiés et SS3 peut-être non qualifiés, mais en tout cas formés, et des personnels en interne, comme nous avons des grosses structures, la RATP, la SNCF, qui a pris la liberté de former des personnes en SS4 et même parfois en SS3 et d'être certifiés pour mener leurs propres travaux sur leurs biens. À ce titre, les collectivités territoriales, personnes physiques et personnes morales, sont responsables pénalement en cas de manquement au principe de prévention, démarches et règles particulières de santé et de sécurité de travail édictées par différents codes, en particulier du Code du travail et du Code pénal. Donc ça, c'est un focus. Je ne vais pas exposer les sanctions de l'administration de l'inspection du travail, puisqu'en effet, elles ont été abordées tout à l'heure. Mais il y a une responsabilité indiscutable sur la mission de travaux qui peut être menée sur les bâtiments dont la gestion est faite par les collectivités. Pour cela, il y a des obligations, c'est d'assurer la santé et la sécurité de tout intervenant sur le chantier, dès sa conception jusqu'à la fin des travaux et celle des occupants des locaux. Pour cela, il est préférable, il est même nécessaire
que lorsqu'il y ait des opérations conjointes successives, ou en tout cas, même dans le bâtiment, au sein du bâtiment, même si les entreprises ne se croisent pas forcément, il y a une obligation, ou en tout cas c'est un intérêt de coordinateur CSPS qui aura vocation de s'assurer que toute activité d'une entreprise n'aura non seulement pas un impact vis-à-vis du public, mais en même temps un impact pour les autres entreprises qui sont susceptibles d'intervenir pendant cette même durée. Pour cela, la collectivité doit faire sa propre évaluation des risques et appliquer les principes généraux de prévention, afin de déterminer la classification en SS3 ou en SS4 des travaux. Donc, je vous ai mis le petit lien vers le logigramme de 2015 qui, malgré tout, reste un élément applicable, en tout cas consultable, puisque je rappelle que la classification des travaux, la SS3 concerne le retrait de matériaux et l'encapsulage de matériaux contenant de l'amiante, et la SS4, c'est maintenance et entretien et rénovation de faible ampleur. Donc, ce logigramme permet malgré tout de cerner la limitation, si je puis dire, d'impact, ou en tout cas de travaux SS4, mais c'est encore un sujet relativement complexe et on peut le constater, on a pu l'entendre tout à l'heure, que beaucoup de travaux sont classés en SS4 alors qu'il ne s'agit de retrait en SS3 préalablement. Voilà une petite question, je vais laisser reprendre la main. Voilà une petite question, c'est quelle est la date d'application de l'arrêté sur le repérage avant certaines opérations? Voilà, donc je vais poser cette question tout de suite. Voilà, vous avez la question qui s'affiche. Quelle est la date d'application de l'arrêté de repérage avant certaines opérations? 16 juillet 2019, le lendemain de sa rédaction, le 17 juillet 2019, le lendemain de sa parution au journal officiel, le 19 juillet 2019. Ah, disons, c'est extrêmement précis, là. Pas facile. Alors, allez, on vous laisse voter. Mais j'ai l'impression que tout le monde vote à peu près pareil, donc ça doit être la bonne réponse. J'aurais eu un doute. Je vous laisse 5 secondes encore. 4, 3, 2, 1, 0. Et je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Alexandre, alors, qu'en est-il? Eh bien, écoutez, c'est bien en effet le lendemain de sa parution au journal officiel, le 19 juillet 2019. Donc, en effet, il y a une grande partie de la population qui a pris connaissance de cette date. C'est vrai que c'est une question qu'on peut poser puisqu'il est daté du 16 juillet, paru le 18 et applicable en effet le 19 juillet. Voilà, tout à fait. Merci à toi. De rien. Écoutez, on va continuer. Donc, voici la réponse. Pour aider, en tout cas, ce qui est un des axes de réflexion de la collectivité, c'est de savoir distinguer l'ensemble des rapports, puisqu'on sait que l'évolution réglementaire n'a pas pour autant abrogé tous les textes réglementaires applicables dans le cadre des repérages et des différentes missions de repérage amiante. Et il y a le DTA, le DT, le DAPP, etc. Et nouvellement, depuis 2019, le RAT, donc en fait le repérage amiante avant travaux, avant certaines opérations, qui est beaucoup plus complexe et qui concerne un certain nombre d'exigences nouvellement réglementaires. Donc voilà, il ne faut pas oublier que les collectivités doivent absolument d'abord vérifier qu'elles détiennent l'ensemble des rapports de repérage qui sont non seulement réglementaires, mais en plus qui ont pu être applicables avec ces différents textes réglementaires et les fournir à tout demandeur, que ce soit une entreprise SS3 ou une entreprise SS4. Ça ne change rien, ce n'est pas la nature des travaux qui conditionne, c'est une obligation réglementaire de transmettre l'ensemble des diagnostics qui ont été réalisés. Un exemple, le constat avant-vente peut en être un s'il y a eu une nouvelle vente et que ce bien devient accessible pour différentes raisons que la location. Il y a bien entendu cette obligation de transmettre tous les diagnostics. Un petit focus sur ce RAT applicable depuis le 19 juillet 2019. Il relève du décret de l'application du décret du 9 mai 2017, donc qui décrit 6 domaines d'application, dont le premier est le domaine du bâtiment. Et je rappelle que il y a une petite modification réglementaire qui est très sensible, puisque la date du 1er janvier 97 ou 1er juillet 97 pour les permis de construire n'est pas la date qui est retenue. C'est l'application du décret du 24 décembre 1996 qui en fait est le décret d'application de l'interdiction de vente d'amiante sur le territoire français, non seulement de vente mais d'usage de matériaux contenant l'amiante sur le territoire.
Donc, en effet, c'est une petite susceptibilité, mais en effet, ce qui sous-entend que après cette date de 97, on peut encore rencontrer, en fonction de la durée des travaux qui ont pu être faits, aussi bien dans le domaine de la collectivité que des maisons individuelles, il peut y avoir des matériaux qui viennent après cette date du 1er juillet 97. Un des intervenants tout à l'heure exposait qu'un bâtiment pouvait être rendu ou remis après travaux après 2 ans. Voilà, on peut sous-entendre que longtemps, ou en tout cas une période assez longue après cette date, on trouve encore des matériaux contenant de l'amiante. Donc, sur la base de cet arrêté, la collectivité, enfin tout donneur d'ordre, maîtrise d'ouvrage, aura à définir la nature des interventions, donc travaux, démolition, réhabilitation, etc., de terminer le programme de travaux, donc, et de conjointement avec l'opérateur, de définir le périmètre de repérage. Petite sensibilité de cet arrêté, il est mentionné dans un des articles que ce RAT oblige d'intégrer au rapport de repérage amiante avant travaux les matériaux directement ou indirectement impactés. C'est extrêmement important puisqu'il faut savoir que toute entreprise sous section 4 et principalement la sous-section 3, ils n'ont pas que la zone sur laquelle ils interviennent, ils ont le cheminement ou les locaux qu'ils peuvent occuper. Je vous donne un exemple. Vous intervenez, l'entreprise intervient sur différentes classes d'écoles. Elle va malgré tout avoir nécessité d'intervenir, ne serait-ce qu'en circulation avec des engins ou avec des outils dans le couloir de circulation ou dans des pièces qui sont mises à sa disposition en termes de stockage. L'ensemble de ces pièces, il doit y avoir des diagnostics qui leur permettent de prendre connaissance des matériaux sur lesquels il y aura une proximité avec son emprise sur le travaux, sur le chantier. Donc, il doit y avoir une communication de diagnostic complet et en même temps d'un diagnostic repérage avant travaux pour lui permettre de prendre connaissance que dans le cheminement, dans les locaux occupés et la zone sur laquelle l'entreprise va intervenir, des diagnostics ou de présence ou de non-présence d'amiante et des états de conservation. Voilà. Donc, la conclusion, c'est les MOA de donneur d'ordre ont l'obligation de faire une analyse de risque, de définir les documents nécessaires aux entreprises. Alors, il est nécessaire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le maximum d'informations permettant aux entreprises, sous section 3, sous section 4 ou autres, de prendre connaissance de la présence ou non-présence d'amiante et des différents états de conservation, de faire du coup les repérages nécessaires en lien avec les travaux envisagés, de bien définir les travaux et le marché, donc sous section 4, sous section 3, marché public et autres, de se faire accompagner ou de se faire conseiller, puisque je rappelle que les entreprises de désamiantage ont aussi ce devoir de conseil et de veiller à respecter la santé et la sécurité des intervenants sur le chantier. En complémentarité à ça, d'évaluer les risques selon les documents à fournir et en fonction des travaux à effectuer, du devoir de conseil donnant, donc ça c'est les obligations des entreprises de développer le dialogue avec la MOA, la MOE, les collectivités, afin d'exposer les méthodologies qu'ils vont devoir appliquer et la conformité, ou en tout cas je peux dire l'adéquation avec les besoins de l'entreprise avec la collectivité, la maîtrise d'ouvrage. Et d'obligation donc de procéder à l'évaluation des risques professionnels et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle des travailleurs et de respecter les règles en vigueur. Une seconde question dans le quiz, donc je vais laisser Xavier réintervenir. Voilà la question. Voilà, donc vous avez qui est toujours sur le RAT, bien entendu. La question. Je n'ai pas cette seconde question. Alors, on va. Je l'ai pas dans le sondage, donc. Benjamin qui me dit qu'il l'a raté. Alors, on l'a loupé. Mais c'est pas grave. On va la faire en direct. Alors, vas-y. Donc, c'est voilà. Quelle est la question? C'est le rapport de repérage selon l'arrêté du 16 juillet 2009, donc applicable 19. Attends, Alexandre, oui. Benjamin il propose de la rajouter et on l'a fait dans 2 minutes. Alors, je te laisse avancer, puis on vient dessus dans 2 minutes. Oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, il faut pas mettre. En gros, j'ai pas mis la réponse. Voilà, mais la réponse était mise. C'est encore une subtilité en fait de cet arrêté, voilà, qui fait écho à ce que j'ai dit précédemment.
Voilà, on va la faire, on va pas la faire. Alors vas-y, reviens sur cette question puisque c'était. Voilà. Donc en fait, voilà, le but étant, c'était de cerner ce qui fait écho à l'article que je mentionnais tout à l'heure. Donc le rapport de repérage a entre autres pour but, donc non seulement de rechercher, identifier, localiser les matériaux contenant de l'amiante, susceptibles d'être impactés directement ou indirectement du fait notamment des chocs et vibrations. Donc en effet, cet arrêté impose dans le cadre de futurs travaux d'être plus large. Il ne s'agit pas, je donne un exemple, si j'interviens sur une fenêtre, il n'y a pas que les matériaux contenus dans la fenêtre ou les matériaux en périphérie. Il s'agit d'élargir le champ de repérage, soit parce que les diagnostics précédents en font état, ou si le diagnostic de repérage avant travaux, si les précédents ne font pas état, d'ajouter l'ensemble des matériaux sur lesquels l'entreprise n'intervient pas, mais sur lesquels l'entreprise est susceptible soit de circuler, ou être en présence par des locaux mis à disposition. Voilà, donc c'est un champ plus large. Si tous les diagnostics précédents ne font pas état des matériaux contenant ou ne contenant pas d'amiante, le rapport RAT doit en faire état, tout simplement. Donc c'était la réponse C. Le but étant de fournir le maximum d'informations aux intervenants et rédiger une meilleure analyse des entreprises. Voilà, voilà. Voilà, donc il y a juste une petite diapo de fin avec tes coordonnées. Voilà, tout à fait. Je précise que, si je peux me permettre, je précise que je quitte le CEDRE puisque c'est une mission de chargé de mission de remplacement de Souil Appareil qui est la permanente du CEDRE. Donc voilà, je reste disponible malgré tout et l'adresse mail reste accessible, mais c'est Souil Appareil qui reprendra les actions menées par le CEDRE pour le CEDRE à la rentrée de septembre. Voilà, on aura plaisir à voir Souila qui était en congé maternité, mais c'était un grand plaisir d'animer ces webinaires avec toi pendant cette période où tu as tenu la barre pour le CEDRE. Alors, il y avait une question que je voulais te poser. Vous travaillez sur 2 niveaux de certification SS3 ou vous militez sur ce sujet-là? Alors, il est vrai que le CEDRE, alors nous avions réglementairement avant 2012 la 1512 et la 1513 qui étaient conditionnées par la typologie de matériaux. Le CEDRE est favorable maintenant à une notion de niveau de certification. Alors, je ne sais pas comment il sera constitué, mais et les instances y sont sensibles. Le but étant, c'est de faire apparaître en fait l'émergence de nouvelles entreprises qui malgré tout connaissent l'amiante, mais pour certains d'entre elles ne connaissent pas le domaine du désamiantage, d'avoir un niveau de certification ou un niveau d'exigence basé sur un certain nombre de critères. Donc, il y a la technicité, les moyens, etc. Donc, ces critères sont encore à définir, ils sont encore en cours de discussion. Le but étant, c'est de faire émerger un niveau de certification permettant non seulement aux entreprises qui maîtrisent ce sujet de l'amiante depuis de nombreuses années à se placer et à se positionner sur des chantiers jugés à fort risque élevé, donc les matériaux friables ou parfois par des situations et l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et voilà, donc c'est un niveau de certification sur lequel le CEDRE est en échange depuis de nombreuses années malgré tout. Voilà, c'est quelque chose que le CEDRE porte depuis de nombreuses années. Voilà. Ouais. Il y avait également Laurent Coquart. On parlait ce matin qui est président de BTP, pas de BTP Rhône, en tout cas de la chambre de désamiantage de BTP Rhône. Il nous parlait de certification pour la SS4 parce qu'effectivement c'est un problème, c'est que les interventions sont les mêmes qu'en SS3 et pour autant c'est pas toujours respecté. Donc est-ce que aussi le CEDRE, là, c'est peut-être une question un peu piège. Est-ce que le CEDRE le CEDRE, ce n'est que les entreprises SS3. Donc, ouais. Nos adhérents et les entreprises qui nous suivent ne sont que des entreprises SS3. Cependant, en effet, on ne peut faire qu'un constat, c'est qu'en effet, il y a de manière très faible, puisque les seules obligations dans le cadre de la SS4, ce sont des travaux de plus de 5 jours où en effet, il y a obligation de rédaction d'un mode opératoire, ou en tout cas de déclarer lorsque la mission est de plus de 5 jours. À ce jour, on constate malgré tout, c'est que la durée n'est pas une exigence suffisante, ou en tout cas, on peut constater que les travaux SS4, soit parce qu'ils ont été mal conditionnés et relèvent bien de la SS3, parce qu'en effet, il y a quand même une dissociation induite par la durée, la quantité de matériaux, la typologie d'action, etc. Donc, il y a un certain nombre de critères qui conditionnent déjà la diversité ou la séparation entre la sous-section 3 et la sous-section 4, et on constate malgré tout qu'en effet, peu de missions sous-section 4
soit ont été mal conditionnés ou en effet sont déclarés à l'inspection du travail et aux autres instances, ce qui fait qu'en effet, elles ne sont pas suffisamment cadrées. Ça, c'est une certitude. Ouais. Il y avait ce n'est qu'un constat. Ouais. Il y avait Astrid, donc peut-être une certification SS4 à venir. On ne saura pas quel est le champ de réflexion et quelle réflexion sera menée par les instances. Pour l'instant, voilà, nous, pour le CEDRE, ce sont les entreprises sous section 3 qui en effet nous intéressent. Et il est vrai que l'évolution réglementaire va tendre à la complexifier et en même temps à la modifier, en tout cas relativement profondément en tout cas. Astrid posait une question, c'est lorsqu'on fait un repérage, il est rarement possible d'avoir l'information sur les espaces qui seront concernés par les cheminements ou stockage des entreprises de travaux, car les réalités sont faites le plus souvent en amont de la consultation des travaux. Comment le MOA peut déterminer le périmètre de repérage et comment l'opérateur de repérage peut-il avoir cette information? Tout simplement, nous sommes bien d'accord que tout maître d'ouvrage, collectivité, propriétaire privé ou etc., va initier en fin de compte des travaux. Il exprime un besoin, il va être très large ou relativement succinct, mais cela dit, c'est un échange avec l'entreprise afin que l'entreprise non seulement rédige son plan de retrait, non pas en adéquation avec les attentes, mais en tout cas intègre à son plan de retrait l'ensemble des locaux, parce que rappelons que l'entreprise, dans son plan de retrait, mentionne l'intégralité de son emprise sur le chantier. De quelle manière elle intervient non seulement dans la zone, mais de quelle manière elle circule, puisqu'on parle de la sécurisation de toutes les personnes, aussi bien du public que des salariés, que des occupants, etc., etc. Donc, en fait, dans le plan de retrait, nous avons bien un plan et un descriptif d'installation de toute la nature, de toute l'emprise du chantier. Il s'agit même de l'extérieur. Lorsqu'une entreprise va avoir une UMC, donc en fait une unité de chauffe à l'extérieur ou des bungalows ou des éléments, ces éléments qui sont pourtant à l'extérieur du bâtiment sont bien décrits dans le plan de retrait, soit par croquis, soit par détail. Donc en effet, il s'agit d'échanger avec l'entreprise de sous-section 3 ou même voire de sous-section 4 afin de voir quelles vont être les méthodologies et leur emprise. Et pour cela, en effet, il peut y avoir un premier rapport de repérage, mais une complémentarité de repérage en fonction de la prise de connaissance des informations liées à l'amiante, tout simplement. Merci pour cette réponse.